bienvenue à notre session de la Tribune des étudiants congolais, une émission à caractère éducatif et une émission qui est là pour promouvoir la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, on est toujours là avec vous. Nous avons un sujet très pertinent dont nous allons parler sur les antivaleurs dans les secteurs éducationnels, scolaires et académiques. Utopie ou réalité, c'est un sujet auquel nous allons cerner et savoir quelles sont les problématiques à relever dans les milieux éducationnels. Et je ne suis pas seul dans ces plateaux, comme d'habitude, nous avons toujours eu à recevoir la tribune qui est composée des honorables étudiants et ainsi que des honorables jeunes congolais. Et hormis cela, je suis avec l'invité du jour, notre coordonnateur national, M. John Kazende, qui est toujours avec nous pour nous parler de ce qui concerne les antivaleurs dans les secteurs éducationnels congolais. Et avec lui, nous allons vraiment beaucoup discerner cela et donner nos avis, nos propositions, même au gouvernement, à ce qu'il puisse prendre en compte quels sont les antivaleurs dans les secteurs éducationnels congolais. Bonjour, monsieur John Kazende. Bonjour, monsieur Samuel. Malgré que vous faites que massacrer mon nom, on m'appelle John Kazende Mukoli. Kazende, c'est pas Kazende. Ah, ok, Kazende Mukoli. Kazende. Kazende Mukoli. Oui, oui. Ok, intéressant. Kazende Mukoli. Oui, oui. Voilà, les coordonnateurs, monsieur John Kazende Mukoli. Oui, oui. Voilà, comment vous allez? Non, on s'accroche. On s'accroche. Vous avez aussi oublié la directrice des études de l'école Athénée de la Victoire. Elle est aussi invitée aujourd'hui parce qu'elle a pratiquement 40 ans d'expérience. Donc on doit se servir d'elle pour essayer un peu d'approfondir les thèmes. Exactement, on ne l'a pas oublié. Nous savons que nous allons tenir les camps dans un peu de temps. C'est juste un rappel. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Et comment vous allez ce matin? Non, je suis tellement ému, une fois de plus, de prendre part à cette tribune pour essayer un peu de mettre une fois de plus les idées et aussi essayer un peu de relever quelques défis qui rongent notre système éducatif. Voilà un peu. Merci beaucoup. Et comme nous l'avons dit, nous sommes aussi avec la madame Ritz Maembe qui est avec nous aussi, qui va vouloir nous parler aussi par rapport avec son expérience acquise des 40 ans au niveau de l'enseignement, en tant que directrice de l'école Athénée de Kassavubu. Bonjour madame. De la Victoire. De la Victoire. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, on est là. Vraiment, nous sommes ravis de vous recevoir au sein de ce plateau ce matin. Merci beaucoup. Okay, voilà. Je suis honoré. Voilà, sans plus tarder, nous attendons notre thématique qui est basée sur les antivaleurs dans les secteurs éducationnels scolaires ainsi qu'académiques. Utopie ou réalité? Est-ce que c'est une utopie, les antivaleurs dans les secteurs éducationnels, ou c'est une réalité que nous les vivons en tant qu'étudiants, en tant que jeunes congolais? Monsieur John Kazende, que pensez-vous de ces thématiques? Merci beaucoup. Je reprends encore, c'est John Kazende. En tout cas, les problèmes d'antivaleurs dans notre pays, parce que je vais un peu souligner avant de répondre à la question. Okay. J'aime beaucoup l'implication du chef de l'État, parce que l'éducation est l'unique vaccin contre les violences. Si aujourd'hui nous parlons des antivaleurs, ce sont des violences qui déstabilisent notre société. Alors, parler des antivaleurs, dans tous les domaines, il y a des antivaleurs. Et ce sont ces antivaleurs en question qui déstabilisent ou qui ne favorisent pas, surtout beaucoup plus, la méritocratie dans la société. Et ce sont ces antivaleurs en question qui ne permettent pas qu'on puisse produire des résultats probants, surtout dans les secteurs éducationnels. Alors cela, ça me préoccupe beaucoup plus. Ces antivaleurs, je peux citer quelques antivaleurs que nous connaissons beaucoup plus. La plus pure d'abord et la plus dangereuse, c'est la corruption. Parce que la corruption, c'est le fait de trahir d'abord ses principes et bafouer, je peux dire, bafouer les règles de la société en faveur ou soit au profit personnel. Alors, ces pratiques déstabilisent beaucoup plus la société. Voilà pourquoi nous devons lutter ensemble
contre toutes ces antivaleurs. Il y a beaucoup d'antivaleurs, il y a les points sexuellement transmissibles, il y a les favoritismes, il y a la politisation du secteur éducationnel. Donc il y en a beaucoup. Donc ces pratiques déstabilisent et réduisent les niveaux du système éducatif congolais. Voilà pourquoi on ne peut pas promouvoir notre système éducatif. Alors, parler des antivaleurs, c'est devenu comme une pathologie dans la société congolaise. Donc nous devons essayer de proposer des remèdes, soit des diagnostics, pour essayer de réduire. On ne peut pas finir des antivaleurs, mais on va essayer de réduire les taux de pourcentage. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup de votre contribution, ça c'est vraiment été très pertinent. Et quelles sont en fait les conséquences ou ces manœuvres qui causent est-ce que les antivaleurs puissent régner autour de milieux éducatifs? Bon, il y en a plusieurs. Je peux d'abord donner un exemple. Parce que ne pas aimer la science, c'est une antivaleur. Donc c'est quelque chose d'abord qui est inné. C'est un problème d'éthique, comme l'avait parlé l'autre fois notre ami. Si d'abord l'éducation de base que vous avez et qu'on vous a impliqué ou bien indexé je peux dire des antivaleurs en vous, cela peut causer beaucoup de conséquences. Et la conséquence majeure d'abord, c'est l'inefficacité du système éducatif. Parce que nous parlons, nous parlons du secteur éducationnel. Et la conséquence aussi, c'est la destruction de la société. C'est pourquoi vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas d'élite. Il y a beaucoup de diplômés, même peu sont intellectuels. Donc c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Donc c'est ça au moins la conséquence des antivaleurs, beaucoup plus dans le secteur éducationnel. Merci beaucoup. Madame Rita, je rappelle encore, c'est la directrice de l'école Athénée de la Victoire. 40 ans d'expérience. Est-il vrai que vous avez fait 40 ans d'expérience? 42 ans. 42 ans. Ouais. Oh là là, c'est trop. Hein. Trop. Vous aviez débuté plus que mon âge. Vraiment. Depuis 1981. Très pertinent en tout cas. Je crois que nous allons vraiment cerner des grandes valeurs auprès de vous et par rapport aux antivaleurs que vous avez déjà vaincus et que vous êtes même victime, je pense. Pouvez-vous nous parler un peu de ces thématiques des antivaleurs dans les milieux éducationnels en tant que la directrice? Merci. Je peux apporter un peu de rectification. Je suis directrice des études. Des études. Okay. À l'Athénée de la Victoire. Okay. ITC Victoire. Parce qu'au sein de l'Athénée, il y a deux directions. Moi, je suis à l'ITC Victoire, donc l'ex-Athénée de la Victoire. Je suis directrice des études. Je suis là depuis 13 ans à l'Athénée. 13 ans. Voilà. Cette thématique est vraiment importante. D'abord, si nous pouvons définir en des termes simples le mot antivaleur, nous pouvons dire que ce sont de mauvais comportements, de mauvais agissements qui détruisent la personnalité d'abord d'une personne, la vie d'une personne et même la vie de toute une société. Et les antivaleurs sont à la base de la dépravation des mœurs. Quand il y a trop d'antivaleurs, tout s'effondre, les bonnes valeurs s'effondrent et la société s'effondre aussi. Donc, c'est pour cela que nous tenons vraiment à prêter une main forte pour accompagner aussi la vision du chef de l'État, parce que j'ai appris aussi qu'il y a une structure lutte contre les antivaleurs. Bon, nous prenons seulement le secteur éducationnel pour que nous puissions apporter ce que nous pouvons. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ce que vous avez beaucoup plus employé. En fait, ça neutralise des bonnes valeurs. Ouais. Ça, c'est vraiment capital. Je crois qu'avec les honorables qui sont, ils vont vraiment encore beaucoup apprendre aujourd'hui sur les antivaleurs dans les secteurs éducationnels. Monsieur John, quels sont, en tant que les coordonnateurs de la FISCO, la Fédération scolaire, universitaire et scolaire de la République démocratique du Congo, en tant que les coordonnateurs, quels sont les remèdes que vous donneriez à la jeunesse
c'est la jeunesse qui sont en fait victimes, qui est victime de cet antivaleur, de tout ça. Quels seraient les remèdes que vous leur donnerez? Est-ce qu'ils ne puissent pas avoir, être vraiment atteints des bonnes valeurs? Ces bonnes valeurs ne puissent pas vraiment être atteintes. Merci beaucoup. D'abord, comme je l'avais introduit, je prends l'exemple de la corruption parce que c'est une antivaleur la plus dangereuse, surtout dans notre pays. Moi, je peux dire que c'est devenu comme une culture. Alors, quand une antivaleur est devenue comme une pathologie, comme une culture, donc il faut au moins diagnostiquer. Alors, comme conseil par rapport à cette antivaleur, pas comme conseil, mais j'exhorte beaucoup plus et j'encourage aussi beaucoup plus les apprenants en général, qui sont des jeunes, à mériter les réussites. Parce que la vie professionnelle en dépend. Parce que si vous êtes incompétent dans la vie professionnelle, tout le monde les saura et les verra. Et vous serez ridicule. C'est pourquoi j'exhorte beaucoup plus et nous devons, une fois de plus, favoriser l'éclosion de l'élite. Donc voilà un peu ce que je peux parler de manière un peu synthétique. Donc on doit valoriser l'éclosion de l'élite. Nous devons mériter, surtout dans le secteur de l'éducation, la corruption, il y a beaucoup de choses. Parce que quand on parle de la corruption, beaucoup de gens accusent beaucoup plus les politiciens. Alors que par définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, la corruption, c'est le fait de trahir ses principes, le fait de bafouer les règles de la société au profit personnel. Donc, il y a plusieurs sortes de corruption, il y a plusieurs sortes d'antivaleurs. C'est pourquoi j'exhorte beaucoup plus les jeunes à mériter les réussites de manière un peu générale. Voilà. Merci beaucoup. Madame Ruth, en tant que maman dans une société, maman de la famille, en tant qu'une mère, que diriez-vous des antivaleurs en milieu selon vos expériences et comment est-ce qu'une femme, à son niveau, peu importe les domaines dans lesquels elle évolue, peut-elle faire pour vaincre les antivaleurs? Merci. Là, c'est une question que je pose en tant qu'une femme. Vous allez en fait essayer d'enlever un peu des casquettes, votre casquette là de la directrice. Bon, en tant que femme et mère, je pense que le premier devoir revient à la maman. Parce que c'est d'abord elle qui est chargée de l'éducation dès le berceau. Donc, la maman doit se réveiller. Elle doit prendre conscience de son devoir et de son statut d'éducatrice. Parce que l'éducation de base commence dans le berceau, à la maison. Quand à la maison, l'enfant a déjà de bonnes valeurs, il grandit avec ça. Mais nous voyons par exemple dans le foyer désunis, les parents se sont séparés. Les enfants sont restés soit avec la maman, soit avec les papas. Ils n'ont pas vraiment la même éducation que les enfants qui ont grandi entre les mains de leurs parents. Parce que s'ils sont chez leur papa, peut-être la marâtre le maltraite. S'ils sont chez leur maman, peut-être le parâtre, ça ne va pas. Mais quand ils sont entre les mains des deux parents, particulièrement la maman qui a la charge, qui doit prendre vraiment en main l'éducation des enfants, il y a moyen d'éviter que les enfants tombent dans les antivaleurs. Quand les enfants sont très bien éduqués, ils sont aussi un modèle pour l'entourage, le quartier, la société. Ils sont des modèles. Et quand ils sont des vrais modèles, les autres peuvent imiter. Parce que nous voyons pas dans les quartiers, vous voyez les enfants de papa tel, de maman tel, vous ne les voyez pas, ils étudient, ils vous prennent comme des exemples. C'est déjà bon. Donc l'éducation part de la maison. L'école ne fait que compléter. Mais si à la maison, il n'y a pas de bonne base, l'école et l'université ne fera pas grand-chose. Parce que les racines, c'est dans la famille. Quand les racines sont mauvaises, en tout cas le tronc et les feuilles ne porteront pas beaucoup de fruits. C'est un peu ça. Donc nous, en tant que maman, la femme en tant que mère, doit prendre ses responsabilités. C'est un peu ça. Je voulais, si vous pouvez m'accorder un peu la parole, je voulais un peu compléter maman
L'autre fois, on avait débattu sur la restriction du secteur éducationnel. Oui. On avait parlé aussi des parents en tant qu'acteurs du secteur éducationnel. Parce que quand elle a répondu en tant qu'actrice, non seulement en étant enseignante, mais en étant aussi parent. Parce que être femme, d'abord la femme est aussi au centre de l'éducation. Et comme on le dit souvent, l'éducation est l'unique vaccin contre les violences. Donc si d'abord l'enfant a reçu une éducation de base, c'est quelque chose de plus dans la société. Donc je voulais un peu juste ajouter ce que maman a parlé en fait. Vraiment, je sens en tout cas une grande connaissance et une grande différence de ce que la maman nous dit à présent. C'est vraiment très, très capital. Et très parce profond. que j'ai vécu cela, j'ai remarqué cela même au courant le mois passé, dans un centre d'enrôlement de la CENI. Une famille, papa, maman et les enfants, sont venus s'enrôler, mais j'ai vu une très grande différence. Les enfants, ils étaient en main avec des documents, des livres. Vu qu'il y avait beaucoup de gens, c'était en fait difficile de pouvoir accéder. Les enfants, ils sont quelque part là assis, avec les romans en train de lire. J'étais vraiment inquiet, j'ai dit, mais ça en tout cas, ce sont en fait, c'est que nous voulons une jeunesse consciencieuse et agissante. Ce sont des enfants qui ont en fait l'avenir promet. Parce qu'ils sont bien encadrés vis-à-vis de leurs parents et de leurs mamans. Alors de tels enfants, j'en doute plus qu'ils peuvent perdre leur valeur. En tout cas, j'en doute plus. C'est une façon de faire face à la délinquance juvénile. Vraiment. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole car je suis avec les honorables étudiants qui sont avec nous. Et nous devons aussi leur attendre, leurs avis, leurs hypothèses, leurs suggestions, car ça serait très pertinent à ce qu'eux-mêmes, qui vivent cela au milieu universitaire, académique, scolaire et tout, qui puissent un peu dénoncer, qui puissent un peu poser des questions vis-à-vis des invités du jour qui sont présents avec nous, qui vont vraiment essayer un peu de leur donner l'éclaircissement et d'épingler certains exemples qui leur aideraient qui puissent garder leur valeur. Parce que nous sommes en face avec les jeunes agissants et consciencieux. Je répète, les jeunes agissants et consciencieux. Bien, les honorables, est-ce qu'avez-vous des questions à poser ou des suggestions compte tenu aux thématiques que nous avons, les antivaleurs dans les secteurs éducationnels, scolaires et académiques? C'est une utopie ou une réalité? Avant d'abord d'accorder la parole aux honorables, je voulais d'abord souligner quelque chose par rapport à la thématique. C'est un thème qui est tellement sensible. Donc il nous faut dégager dans cette émission des suggestions importantes pour apporter au moins un plus, afin que nos téléspectateurs, ceux qui pourront nous suivre, puissent en tirer au moins bénéfice. Parce que moi, je peux dire, en tant que leader d'opinion, que les antivaleurs ne sont pas des utopies dans notre pays. Moi, je peux même enfoncer en disant que ce sont des pathologies. C'est devenu comme une culture. Donc, on respire les antivaleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des universités qui font que les systèmes éducatifs puissent être pourris. Voilà pourquoi dans d'autres pays, nos diplômes ne sont pas valorisés. Il y a des histoires qui se passent dans nos universités, dans nos écoles, qui ne sont pas tellement, qui ne doivent pas être acceptables. Voilà pourquoi nous devons parler, nous devons apporter un plus en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, élèves aussi, parce que ce sont des élèves et étudiants qui sont victimes de toutes ces antivaleurs. Non seulement les élèves, les enseignants aussi sont victimes des antivaleurs vis-à-vis des peut-être les institutions, soit les autorités en charge de l'éducation. Il y en a beaucoup. Vraiment. On en parlera. Bien, les honorables, vous avez une suggestion? Oui, honorable Osoko, Joseph. Merci beaucoup pour... De la circonscription Riverancule. Merci beaucoup pour la chance accordée de pouvoir m'exprimer devant une compétente dame que je salue, madame la directrice. Je pense que tout a été dit, parce que je suis devant une personne qui connaît. Je vais tout expliquer, mais sinon, je voulais renchérir, si vous me permettez. Et à la fin, j'aurai une question à poser au coordonnateur, de la FISCO. Déjà, j'annonce la question, c'est de savoir si la gratuité n'a-t-elle pas permis
des contre-valeurs? N'a-t-elle pas fait naître des antivaleurs dans l'éducation? La gratuité. Ok. Ça, c'est la question. Bon, vous allez répondre à la question. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est juste de communiquer que les valeurs séculaires, la dignité humaine en RDC ont vidé leur place. C'est dans un libre champ des antivaleurs telles que la corruption citée par les cordons. Il y a aussi les clientismes. La prolification. Oui, il y a le tribalisme. Bon, je ne vais pas citer quand même l'établissement, mais sinon je suis passé quelque part où, en fait, il fallait que les jeunes de cette contrée-là soient considérés par rapport aux violents, par rapport à ceux qui ne sont pas de la province. Parce que j'ai vraiment circulé la RDC, et dans certaines provinces, si tu n'es pas natif de là, en tout cas, on ne te considère pas. Et alors, il faut vraiment être fort pour pouvoir réussir. C'est fréquent partout. Donc, à la question de savoir si les antivaleurs sont utopiques ou réalité, la réponse chez moi, c'est oui, parce que nous le vivons. Il y a des points sexuellement transmissibles. Il y a la corruption, voilà. Bon, auparavant, il n'y avait pas la corruption, parce qu'il y avait des écoles catholiques qui tenaient rigueur. Voilà, qui payaient bien les enseignants. Il était difficile de pouvoir corrompre un professeur, un enseignant d'un établissement, c'était des catholiques, je vais dire. Mais avec le temps, on voit aujourd'hui comment les enseignants se démènent, qu'est-ce qu'ils gagnent. Et voilà où on revient encore à la famille. La famille, lorsque les parents n'aident pas leurs enfants à pouvoir comprendre c'est quoi la vie, être conscient de ce qu'ils sont, de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Les enfants, au lieu de faire l'école, ils font l'école buissonnière. À la fin, ils apportent un 10 000 francs, un 15 000, et voilà. Et j'ai reviens à ma question, c'est de savoir si la gratuité n'a pas permis quelques antivaleurs dans le système éducationnel. Je peux répondre. Ok, vous pouvez introduire. En fait, la gratuité, c'est une chose à féliciter. C'est là, c'est pour permettre au moins à tous les enfants qui viennent de la maison à accéder au moins à l'éducation de base. Parce que pour le moment, on n'utilise plus le terme école primaire, c'est maintenant éducation de base. Donc une première, en 8e, c'est l'éducation de base. Donc l'État ou le gouvernement a donné l'occasion aux parents, aux familles, de faire étudier les enfants au moins le premier cycle de l'éducation de base, pour qu'au moins chaque enfant sache lire, écrire, comprendre et réfléchir, au moins. Ça, c'est la facilité que l'État donne. Mais dire que la gratuité peut combattre les antivaleurs. Non, j'ai dit si la gratuité n'a-t-elle pas ajouté quelques antivaleurs. Donc, offrir une fenêtre. Je peux répondre. Oui, bon, je vais trouver la réponse par rapport à ce que si vous remarquez que la production est parlée de l'initiative du chef de l'État, a considéré l'éducation comme étant un enjeu pour les enfants. C'est quelque chose de très important dans sa vie. Aussi, on salue aussi la mise en pratique de l'enseignement qui n'est pas aussi au sein de la force, c'est pas une enseignement. Mais il y a des irrégularités. Est-ce que je peux quand je pose la première question à la moitié de la réponse. Il y a des gens que je pose une question. Parce que avant la gratuité, ils ont été payés par les volontaires. Avec la gratuité, c'est l'État qui s'ingère, nous donnons s'ingère pour pouvoir prendre en charge l'enseignement des enseignants. Mais la gratuité, c'est seulement pour les écoles primaires. Écoutez, lorsque les parents payent, et qu'à la fin, l'enseignant est payé, n'est-ce pas que l'enseignant vient avec beaucoup de courage, c'est beaucoup de gaieté, c'est pour dispenser comment les cours. Mais aujourd'hui, on attend que la fonction publique soit envoyée, à part des enseignants. Et ça traîne, c'est quand les messieurs, l'enseignant, commencent à tirer, commencent à demander d'importance. Et je pense que vous avez réalisé qu'actuellement, c'est
Et les balais, on demande les balais, c'est pas les balais en balais, les balais conduits en monnaie. Je vais en parler. C'est ça en fait de la gratuité. Et j'accuse un peu la gratuité. Franchement, je suis pas contre, mais sinon il y a des couacs. Voilà pourquoi il y a certaines irrégularités. Et l'État devait normalement prévoir dans la production. Et ce qui est décevant, c'est que je ne sais pas si les experts qui avaient mis en place cette gratuité avaient essayé de voir le budget par rapport pour résoudre ça, de répondre régulièrement à cette gratuité. La gratuité n'est pas mauvaise, mais ce qui est désolant et touchant, il y a toujours des gens qui sont des irrégularités dans le temps. Parce que quand on décrit la gratuité, il fallait que l'État soit capable de répondre de manière régulière à l'ère du devoir constitutionnel. Parce que le devoir constitutionnel de l'État, c'est de prendre en charge des enseignants. Imaginez qu'un bon marché de l'exemple, le coordinateur provincial nous a donné un message en disant qu'il y a une grève sèche. On se pose la question, pourquoi cette grève? Alors que l'État reconnaît que c'est responsabilité en tant que tel. Donc, ce n'est pas une façon d'expliquer, mais on propose à l'État de bien prendre ses responsabilités. Parce que l'État a respecté les devoirs, l'État n'est pas accomplir les droits d'un enseignant, qui est l'acteur principal de l'éducation. En tout cas, c'est une application. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour parler de ça? C'est juste une régularité qui apporte beaucoup d'emplois. Donc la gratuité n'est pas mauvaise, mais il suffit juste de proposer certaines réformes, surtout en termes de budget. Là, il y a des problèmes. Il y a aussi un débat avec l'achat, l'obligation de l'achat de céréales, ça c'est une autre valeur. Alors, cette décision-là fait naître les antivaleurs. Parce que dès lors qu'on n'achète pas des services, ils sont contraints à faire des prix. Bon, là pourquoi on fait une proposition pour pas interférer, on propose à l'État de revoir certaines réformes. Parce que ce qui est aussi à la base de certaines antivaleurs comme la corruption, les histoires comme ça, c'est lié aussi à la prise en charge des enseignants. Parce que quand vous n'arrivez pas à toucher normalement votre salaire, il y a certaines idées qui peuvent vous amener à marcher contre tel politique. Donc c'est un peu ça. On ne condamne pas l'État, mais on propose, nous sommes là pour donner des propositions afin d'apporter quelque chose. Merci beaucoup, Honorable Sokol Joseph, de la circonscription des vents qui me vient. Par rapport à c'est une question très capitale. Je crois que nous chercherons une thématique sur ça et parler de ça prochainement, sur la gratuité de l'enseignement. C'est vraiment une thématique très capitale. J'ai essayé de pressentir un chagrin, une désolation. Avec, oui, j'ai pressenti cela. Et avec cette question, nous chercherons une thématique sur ci et nous allons élaborer cela. Pour l'instant, on ne va pas répondre à cela, c'est une question réservée pour la séance prochaine. Ok, d'accord. Avant la gratuité, il y a la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Dès la création du Ok, d'accord. Ok, une autre suggestion, hypothèse auprès des honorables étudiants qui sont en face de nous. Oui, honorable Hassan Israël, de la circonscription d'Isaïe. Voilà. C'est une question posée parce que nous avons la directrice et nous avons les coordonnateurs. La question est posée à l'Assemblée, c'est posée à l'Assemblée ou au coordonnateur? À l'Assemblée, ok. Que pensez-vous à la directrice par rapport à cette question? Voilà, une volonté politique du choix de la personne.
avons des enseignants. Il y a qui sont facilement correctifs, mais d'autres sont très durs, malgré sa situation, mais il ne veut pas sentir ces gestes-là. Ok. Malgré que tous sont en train de vivre la même situation, mais lui, il se réserve parce que pour lui, nous ça non. Depuis la maison, non, c'est pas ça. Donc, voilà un peu. Je voulais rassurer. Non, le second, nous vous retirons la parole. Non, nous vous retirons la parole. On n'a pas assez de temps, nous vous retirons. Quand même que les deux dames puissent aussi parler. Juste pour le dire, pour dire que lorsqu'il parle des contraintes, il y a absence du consentement, n'est-ce pas? Alors, dans la corruption, il y a toujours un consentement. C'est un problème d'éthique aussi. Merci beaucoup. Donc c'est un problème d'éthique, de manière générale. C'est pour dire. Et c'est que madame, c'est beaucoup plus si vous avez vos valeurs sont vraiment très solides. Voilà. Je crois que vous ne pouvez pas les perdre. Voilà. Vous ne pouvez pas les perdre. Il y a une fille, une étudiante de l'INEKIN qui m'a parlé. Moi, je n'ai pire aucune fois entrer dans des bureaux là. Parce que d'ailleurs, si j'ai un problème par rapport au code et tout, j'envoie mon frère. Moi, je ne pouvais y aller. J'ai compris en elle, elle avait en fait de ses valeurs. Elle ne veut pas perdre ses valeurs. Elle pouvait entrer dans des bureaux des enseignants et perdre ses valeurs. Parce que les filles sont beaucoup plus, c'est très fragile. Voilà, sexuellement transmissible. Voilà, et j'aimerais qu'une fille, une étudiante, une honorable d'une circonscription puisse donner une suggestion. Merci pour la parole. Voilà, présentez-vous. Mademoiselle Rachetine Kossi. Racheter Kossi, voilà, de quelle circonscription? Voilà, ok, Racheter Kossi de la circonscription de l'IFASI. Okay. J'ai une question à poser pour M. John. Comment faire pour lutter contre les antivaleurs dans le secteur éducationnel, surtout académique? Parce que je me sens souvent mal de voir des étudiants dans notre université. Ils ne viennent pas souvent, ils ne sont pas du tout réguliers, mais à la fin, ils ont la réussite. Mais tandis que nous sommes là presque chaque jour, mais à la fin, nous manquons des codes, et puis des cases vides, des échecs régulièrement. Il y a d'autres qui sont là, ils ne sont même pas régulièrement, vu qu'ils ont des personnes là-bas et ils ont des relations, ils ont la facilité de passer les classes avec une incompétence dans leur vie quotidienne. C'est pour cela que j'aimerais savoir comment faire pour lutter contre ces antivaleurs. Ok, merci beaucoup. C'est en tout cas une question très pertinente. D'abord, au début, je l'ai dit ici, il faut que les étudiants, de manière générale, puissent mériter leur réussite. C'était une exhortation parce que ça dépend aussi, donc cette réussite-là que vous devez mériter dépend aussi de la vie professionnelle. Comme vous avez donné l'exemple de l'IFASIC, quand vous allez finir vos études, tout le monde saura que non, vous n'êtes pas compétent. Et vous allez tomber toujours dans les mains de vos anciens, vos aînés, qui vont effectivement vous rappeler tout ce que vous avez appris. Donc c'est pour dire, c'est d'abord la conscience. C'est d'abord la première des choses, la prise de conscience en tant qu'étudiant ou en tant qu'étudiante, pour se dire, moi je suis apprenant, je dois faire preuve de ma réussite. Vous voyez? Alors l'autre chose que je voulais parler de manière générale, dans les institutions académiques, il faut d'abord respecter d'abord les règlements intérieurs. Parce que dans chaque école, dans chaque institution académique, il y a des règlements que les étudiants doivent respecter. Il y a beaucoup de réussites illicites. Donc, une personne qui n'a jamais participé au cours, mais il se retrouve à la fin, il a des codes. Ce sont des choses comme ça que les enseignants doivent normalement condamner. Et on interpelle aussi beaucoup plus les enseignants. Parce que si vous transmettez des antivaleurs à un étudiant, il sera quelle sorte d'élite. Là, on ne forme pas d'élite. Voilà pourquoi je parlais d'éclosion de l'élite. Parce que nous devons former des élites qui vont contribuer à la reconstruction de notre société. Donc, la lutte contre les antivaleurs, c'est d'abord la conscience. La conscience de la personne pour se dire, qu'est-ce que je vais devenir quand je donne cet argent-là, mais je n'ai rien dans la tête. Je dois d'abord avoir honte
de réussir, mais de ne pas être conscient de cette réussite-là. Donc voilà un peu, de manière un peu synthétique. Je peux ajouter quelque chose. Aussi, notre structure, la FUSCO, nous sommes là aussi, prenant conscience de la chose. Nous avons déjà commencé à organiser des conférences dans les écoles secondaires. Et je crois que cette année, nous irons dans les institutions supérieures, dans les universités, pour un peu présenter cette vision-là. Quand les étudiants, je sais que tous ne voulons pas participer et ne comprendront pas. Mais s'il y a un groupe au moins qui comprend, ils peuvent nous faciliter aussi la transmission de ces connaissances et de tout cela aux autres. On a au moins un début, un départ. Et avec le temps, parce qu'il y a eu un temps pour que nous arrivions à ce que nous sommes aujourd'hui. On doit aussi avoir un temps pour commencer, avancer un peu, et avec le temps, on verra le résultat. Voilà pourquoi on va proposer une pédagogie de suivi, donc qui consiste à faire des suivis et des enseignants et des étudiants. Parce que si on mettait en place cette pédagogie-là, donc de manière systématique et spécifique, vous verrez que les enseignants vont se sentir d'abord aisés par le fait qu'il y a au moins un suivi sur leur personnalité, sur leur façon de faire les choses. Donc s'il n'y a pas de suivi, voilà pourquoi il y a des désordres dans toutes ces universités. Merci beaucoup. Je crois que l'honorable est satisfait de toutes les réponses données. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Et l'honorable qui nous regarde à présent, vais vous présenter, poser une situation qui vous semble agréable ou dénoncer s'il faut. Merci pour la parole. On m'a demandé Priska Cheka. Ok, Priska Cheka. Je vais rajouter un peu par rapport à l'anti-valeur dans le lit académique. Et c'est pourquoi plusieurs étudiants n'arrivent plus à prendre ces études au sérieux. Parce qu'il sait qu'à la fin, il va donner l'argent et pour avoir la réussite à la fin. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est un sujet très pertinent, très capital pour les jeunes conscients et agissants. C'est là où nous martelons beaucoup. Parce que ce n'est pas toute personne qui peut prendre ces sujets au sérieux. Seuls aux jeunes conscients et agissants qui peuvent prendre ces sujets au sérieux et les garder jalousement dans leur cœur. J'ai une toute dernière question à poser au coordonnateur ainsi qu'à la directrice pour en finir, car les bonnes choses ne dirent pas. Même le Christ, quand il est venu sur la terre, n'a pas dit, il a fait que 33 ans. Voilà. Mais il a accompli sa mission. Dis-moi, il a accompli sa mission. Nous aussi, nous avons accompli notre mission. On n'est pas accompli. Non, pour aujourd'hui là. D'accord. Monsieur John, le coordonnateur de la FISCO, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement face aux antivaleurs en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je dirais que c'est même ma conclusion. L'action d'abord à mener. Vise d'abord le respect et l'application des textes légaux et aussi les règlements des structures dans les secteurs éducationnels et leur fonctionnement. Parce que si on arrivait d'abord à respecter tous ces textes légaux par rapport au règlement aussi intérieur qui régit les secteurs éducationnels, je peux d'abord donner l'exemple de la loi cadre 014/004 du 11 avril 2014. Okay. C'est cette loi-là qui cadre, ou soit qui s'offre à la réqualification du système éducatif congolais. Donc si l'État arrivait d'abord, pas l'État seulement, les secteurs éducationnels en général, les acteurs du secteur éducationnel en général, arrivaient à respecter tous ces textes légaux, je pense que ces antivaleurs-là seront réduites. Merci beaucoup. Et la toute dernière question à la directrice, Madame Rita. Voilà. Quel est votre conseil donneriez-vous aux étudiantes et aux élèves féminines qui sont face aux antivaleurs qui les poursuivent du jour au jour? Aux enseignantes aussi. Et aux enseignantes, s'il faut. Merci. D'abord,
à nos étudiantes, moi je pense que chaque parent fait un effort pour bien éduquer son enfant. Alors je demande à nos enfants, et filles et garçons, étudiants et étudiantes, de garder d'abord, préserver les bonnes valeurs reçues dans la famille. Préserver les bonnes valeurs reçues dans la famille. Et ne pas se laisser mener par n'importe quel vent. Donc, chacun doit prendre conscience de ce qu'elle cherche à l'école ou à l'université. Parce que c'est la préparation de l'avenir. Donc, ne pas fléchir devant n'importe quelle demande, mais soyez conscient de ce que vous êtes venu chercher à l'école ou à l'université et voyez vos objectifs à atteindre. Je pense que ce sera un peu difficile de tomber dans des futilités. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de votre présence, Madame et Madame la directrice, Madame Rite Mayembe, et nous sommes très ravis de vous recevoir, Monsieur les coordonnateurs, M. John. Merci beaucoup. Zende. En tout cas, nous sommes très ravis avec votre nom là, ça nous amène très loin. J'en profite aussi pour lancer le dernier message. Okay. Ensemble, luttons contre les antivaleurs dans les institutions académiques et scolaires. Voilà. Vraiment, ensemble, luttons contre les antivaleurs dans des milieux éducatifs, académiques et scolaires. Et voilà, nous sommes à la fin de notre humble émission, la tribune des étudiants congolais. Nous saluons tous les honorables étudiants, consciencieux et agissants, qui sont là en train de nous suivre de loin et par-ci par-là, même au-delà de la planète. Et nous vous invitons à relever toutes des mauvaises manières qui se décantent tout autour de vous et à pouvoir donner vos bonnes valeurs. Nous avons besoin des bonnes valeurs, que ça puisse nous aider à ce que notre peuple puisse aller de l'avant. Sans les bonnes valeurs, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous voulons de notre pays. Nous voulons un pays beau qu'avant, et pour que le pays puisse être beau qu'avant, nous devons tous réveiller nos bonnes valeurs. Et nous remercions la technique de la presse RB Télévision, et nous saluons l'évangéliste Roger Baka, et nous vous disons à très bientôt. Bye. Bye. Merci beaucoup.